se passe-t-il en période glaciaire et que se passe-t-il en période interglaciaire, hein? Donc je répète, c'est un scénario qui est valable pour les quatre. Alors, si on veut faire un petit plan, donc il y avait un petit 1, les alternances air glaciaire, interglaciaire, je crois. Voilà. Donc là, je vous les ai présentés, nommés, datés. Je rappelle qu'on les a datés grâce aux sédiments de nature différente. Des sédiments par les eaux pluviales, c'est très différent des sédiments laissés par des glaciers, qu'on appelle des moraines. Donc c'est ce qui a permis de comprendre qu'on avait une alternance des périodes. Bien, alors, petit 2... Voilà, donc petit 2, les phénomènes associés, sous-entendu associés à ces périodes. Alors, que se passe-t-il en période glaciaire ? En période donc de refroidissement intense. Eh bien, à partir des deux pôles, évidemment, hein, c'est toujours symétrique, à partir des deux pôles se forment donc d'épaisses couches de glace bien supérieures à ce qu'on connaît actuellement et tellement étendues qu'elles atteignent les continents. Par exemple, pour l'hémisphère nord, eh bien, cette couche de glace descend très bas, enfin plus bas en latitude, par exemple le Nord-Canada, la Sibérie, l'Écosse, toute la Scandinavie sont recouvertes par les glaces. Des glaces qui sont posées sur des parties continentales, on appelle ça des inland seas. Une épaisseur de glace donc posée sur une partie continentale, c'est un inland sea. L'inverse. À l'opposé, vous avez d'une certaine façon la banquise. La banquise, elle flotte sur l'eau. Hein, d'accord. Hein. Donc ici, on a des situations où les inland seas, pas seulement l'Antarctique, mais on a inland seas aussi dans l'hémisphère nord, puisque la couche de glace descend, j'allais dire, beaucoup plus bas en latitude. Vous visualisez ça ? Hein, voilà, si, vous savez, j'aime bien faire les petits dessins. Hein. Alors, si par exemple, voilà, on admet qu'on regarde la Terre un petit peu comme ça en surplomb, eh bien, on a, voilà le cercle polaire, grosso modo, voilà. Eh bien, on a l'inland seas, lui, voilà, qui se développe. Alors, pas régulièrement, hein. Tout dépend, j'allais dire justement, de ce qu'il y a sur son tracé. Sur le continent, il va aller plus loin parce qu'il sera plus froid. Le froid pourra se maintenir et la neige s'accumuler. Bon, ça sera moins développé sur les parties océaniques. Donc ça, c'est vraiment l'élément de clé, en quelque sorte. Cette extension donc, des glaces polaires va jusqu'à 30% de notre planète. Donc ce sont des surfaces considérables qui sont englacées. Outre ces calottes donc glaciaires polaires très étendues, il y a aussi, parce qu'il y a refroidissement, formation de calottes polaires locales en liaison avec les reliefs. Bien sûr, donc les Alpes, les Pyrénées sont recouvertes d'une calotte de glace. Il ne s'agit pas simplement de sommets enneigés avec des glaciers, c'est carrément une calotte de glace. C'est vrai aussi, par exemple, sur le massif du Cantal. Si certains connaissent, certains sont allés se promener du côté du Cantal, le Puy-Marie, etc. Eh bien, c'est un énorme édifice volcanique, en fait, à l'origine, ce Cantal, qui a été recouvert d'une très jolie calotte glaciaire, si l'on peut dire, très régulière pendant la période glaciaire, et qui s'est démantelé aux interglaciaires, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus de cet immense volcan que des versants qui ressemblent un peu à des parts de tarte en quelque sorte, enfin inclinés bien sûr. C'est bien expliqué d'ailleurs dans les musées locaux, hein, de quelle manière oui. les stratovolcans ont été découpés, entaillés profondément par des vagues. Oui, c'est très spectaculaire. C'est un cas qui n'est pas fréquent d'ailleurs, hein, de par le monde, d'avoir, j'allais dire, ce phénomène avec cette régularité en quelque sorte, et ces restes d'édifices volcaniques. Donc, inland seas, au pôle, des calottes glaciaires locales, Alpes, donc Pyrénées, Cantal. Au bord de ces
de ces calottes glaciaires locales, bien sûr, descendent des langues glaciaires. Tout ça, ça s'écoule, bien évidemment, et donc ces langues glaciaires s'insinuent dans les vallées et descendent aussi assez bas sur les versants. Que se passe-t-il justement sous ces épaisseurs de glace? Il y a deux effets. Il y a un effet d'érosion. Un glacier, contrairement à ce qu'on pourrait y penser, un glacier qui est alimenté, qui grossit, qui se porte bien, on va dire, eh bien, il avance, il bouge, et il a un effet de racloir ou de rabot là où il passe. Donc il y a une action érosive réelle sous ces glaces, et notamment, bien sûr, sur les parties bordières. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, et là il est moins connu, c'est que ces masses de glace ont un poids considérable. On peut s'en douter. Eh bien, ce poids est tellement considérable qu'il entraîne un enfoncement de la croûte terrestre aux endroits en question. C'est-à-dire que, par exemple, l'Écosse, le Nord-Canada, la Scandinavie, eh bien, les portions de croûte terrestre qui sont sous la calotte glaciaire, sous l'Inland 6, eh bien, descendent sous le poids. Pourquoi est-ce qu'elles descendent? Eh bien, parce que sous la croûte terrestre, si vous avez quelques notions là-dessus, sous la croûte terrestre, il y a une autre couche qu'on appelle le manteau, et qui est plastique, qui est un peu comme un matelas. Donc, cette croûte terrestre, qui supporte ce poids supplémentaire énorme, eh bien, s'enfonce, c'est un effet de matelas, comme quand nous sommes allongés dessus. Voilà. Donc ça, si, c'est un phénomène dont il faut tenir compte. Sur le pourtour de ces surfaces donc complètement englacées, eh bien, on a un climat périglaciaire. Là, il fait froid. Aux alentours des calottes polaires ou des calottes glaciaires locales. Il fait froid, c'est très venté aussi, parce que l'air forcément au-dessus de ces glaces est très froid. Il est très froid, il est lourd. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait parlé de cela. L'air froid, c'est un air lourd qui est, qui se tasse au sol et qui a tendance à glisser en fonction d'ailleurs de la rotondité de la Terre, et par conséquent, les régions périglaciaires sont balayées par des vents froids assez réguliers. Alors je vous donne le nom savant, il ne faut pas quand même que vous soyez venus pour rien, voilà. Ce sont des vents katabatiques. Ils ont un rôle à jouer parce que ils ont plutôt, il faudrait me mettre au passé, ils ont eu un effet d'érosion aussi, on avait parlé de l'érosion éolienne, ils vont emporter les plus fins débris que les glaciers ont fabriqués en quelque sorte. Ils vont pousser devant eux et emmener parfois relativement loin des débris extrêmement fins et que l'on retrouve aujourd'hui, évidemment loin des calottes polaires, mais qui sont ces petits grains emmenés par les vents katabatiques. Cela donne des sols très particuliers, très fins, et en termes de granulométrie, et très fertile. On appelle ça du leuce. Voilà. Je serai amené à en reparler. Voilà, donc essayez de bien vous figurer les grands Inland 6, les régions périglaciaires, ces vents froids, des vents qui emportent donc les grains les plus fins. Alors au milieu de tout ça, au niveau végétation, on se doute bien que c'est maigre. Les végétations là sont de l'ordre du lichen. C'est la seule végétation qui arrive à survivre dans ces circonstances-là. Sous ces lichens, eh bien, le sol est fortement gelé. Il gèle en profondeur. C'est une autre caractéristique très très importante. Ces sols sont gelés à grande profondeur.
ce phénomène porte deux noms. Il y a deux noms possibles. Le premier est plus ou moins d'origine allemande, permafrost. Et la version française est pergélisol. Voilà. Moi, j'ai tendance à employer permafrost parce que c'est plus court, tout simplement. Voilà. Donc, des sols gelés en profondeur s'installent aussi, se mettent en place dans cette période-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme autre conséquence pendant ces périodes vraiment très froides et d'extension des glaces, je répète, jusqu'à 30% de la surface de la planète. Les animaux. Ah, alors, que font les animaux? Eh bien, dans ces cas-là, j'allais dire, ils s'adaptent, j'allais dire, ils vont se regrouper loin des endroits les plus hostiles. Certaines espèces s'adaptant un petit peu plus que d'autres. Bon, j'allais dire, c'est comme la flore, enfin, comme la végétation. Il y a des individus végétaux ou animaux qui s'adaptent et d'autres qui préfèrent migrer. Voilà, tout ça, tout simplement. Alors, il y a un autre effet, c'est la baisse du niveau marin. Parce que cette glace, en fait, elle capitalise les précipitations, qui sont des précipitations donc neigeuses qui alimentent ces glaces, et résultat, eh bien, les océans, eux, sont nettement plus bas qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément très très important. On a une baisse très significative du niveau marin, et les mers que l'on aujourd'hui, eh bien, ont des tracés, j'allais dire, extrêmement différents. Par exemple, l'Adriatique n'existe qu'à moitié, la partie nord n'est pas ennoyée. Venise ne craindrait rien, si par hasard Venise était là à ce moment-là. La mer Baltique aussi. N'apparaît plus, tellement il y a une descente du niveau. Un certain nombre, même la Manche, j'allais dire, se rétrécit, si l'on peut dire, et devient pas tout à fait un fleuve, mais presque. En tout cas, elle est réduite, là, elle aussi, de moitié. Par contre, si le niveau marin s'abaisse, ça joue un rôle par rapport au travail des fleuves. Quel est le but d'un fleuve? C'est de couler. C'est de couler et de rejoindre, j'allais dire, le niveau de base qui est le niveau marin. Là, puisque le niveau marin baisse, les fleuves vont avoir une action d'érosion beaucoup plus forte. Parce qu'ils se disent, voilà, là, il faut que je rejoigne à tout prix le niveau marin, et ça me donne une pente plus forte, et donc j'y vais. Voilà. Ça, c'est une loi, j'allais dire, une loi de l'hydrographie, c'est de rejoindre à tout prix le niveau de base. Et là, donc, on a une période où, dans les régions, donc, où se trouvent les cours d'eau, eh bien, on a une forte érosion fluviatile, c'est-à-dire des vallées qui se creusent assez profondément et qui sont bien sûr alimentées par des eaux de fonte, puisque, attention, nous avons un refroidissement bien sûr général, ça ne veut pas dire que c'est un refroidissement 12 mois sur 12. Il y a des petites périodes, j'allais dire, entre guillemets, d'été, évidemment, comme ça se présente aujourd'hui dans les régions, dans nos régions polaires qui restent, qui subsistent. Et à ce moment-là, donc, il y a de l'alimentation. Les cours d'eau sont bel et bien alimentés. Voilà, donc vous voyez pas mal de conséquences pendant ces périodes glaciaires. Je vous les redonne. Très forte épaisseur de glace, jusqu'à 30% de la planète recouverte, action d'érosion des glaciers, enfoncement de la croûte continentale, les sols gelés en profondeur, donc ça c'est sous les calottes polaires, glaciaires, un climat périglaciaire, une végétation pauvre, du type lichen, du type, le terme dont vous êtes familier, le type toundra, voilà, que nous devons à la Russie. La baisse du niveau marin, donc, et le rétrécissement d'un certain nombre de mers.
Je rappelle aussi que ces périodes glaciaires ont une durée moyenne de 90 000 ans. Et que les interglaciaires, eux, sont beaucoup plus courts. Donc c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Qu'est-ce qu'il se passe en interglaciaire ? En période interglaciaire. Alors, en période interglaciaire, j'allais dire, les choses changent. Attention, elles ne changent pas du jour au lendemain. Il faut penser que les transitions entre les deux types de périodes sont lentes et sont en milliers d'années. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, petit à petit, pendant les interglaciaires, réchauffement et donc fonte des glaces. Où qu'elles se trouvent. Fonte des glaces au niveau polaire, au niveau local. Et le résultat le plus visible à ce moment-là, c'est la hausse du niveau marin. Voilà, les fleuves sont très alimentés, les eaux de fonte sont très 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 abondantes et par conséquent, eh bien, le niveau marin général remonte. Le tracé des côtes est complètement modifié. Ce qui étaient des vallées deviennent des baies, des criques, et même, j'allais dire, un type de côte auquel on a dû donner un nom spécifique. Vous le connaissez peut-être ? Les fjords en Norvège, voilà. Sur des dizaines de kilomètres, on peut remonter ces anciennes vallées qui, en fait, donc, ont été submergées au moment donc de la dernière remontée du niveau marin. On a le même phénomène en plus petit, mais appréciable, en Bretagne aussi, où on les appelle des rias. Vous avez peut-être aussi eu l'occasion. On les appelle ria ou aber. C'est exactement le même phénomène. L'eau de mer, eh bien, remonte les vallées et le fleuve ou le cours d'eau, eh bien, a beaucoup moins de chemin à faire, évidemment, pour rejoindre le niveau de base. Au niveau de la végétation, il y a des modifications. Les températures sont plus douces, la période de végétation un peu plus longue. Donc, on va avoir là des espèces, j'allais dire, de plus grande constitution, et là, une forte extension des forêts. Voilà, ça, c'est caractéristique des interglaciaires. Ce sont les arbres, les forêts qui viennent coloniser les espaces libérés, les espaces qui se sont réchauffés. Et puis, tout à l'heure, je vous avais dit... la croûte terrestre a tendance à s'enfoncer sous le poids des glaces, très lentement. Mais tout aussi lentement, il y a le phénomène inverse. Le fameux manteau qui est plastique, voilà. Bon, si on l'allège, eh bien, les morceaux de croûte terrestre qui sont dessus remontent. Voilà. Donc, la croûte terrestre, qui était englacée, remonte. Alors, ce phénomène d'enfoncement ou de remontée des morceaux de la croûte terrestre, là aussi, il y a un nom spécifique, c'est l'isostasie. Ça y est, je me suis encore perdu la craie. Ah, mais c'est une manie, non ? C'est tellement petit ce morceau de craie que je le perds. Alors, donc, je vais utiliser le tableau noir. Ça sera quand même plus simple. Voilà, ça s'appelle de l'isostasie. C'est-à-dire que le manteau tend à reprendre sa forme dès qu'il est allégé. Voilà, c'est tout. Je veux dire, le phénomène n'est pas en lui-même très compliqué à se figurer. Ce qui est difficile à se figurer, c'est l'échelle, évidemment. Bien sûr, qui est toujours l'échelle du globe terrestre. Qui change, des terres qui émergent sous l'effet donc de l'équilibre isostatique. Et que devient le permafrost ?
Eh bien, le permafrost, c'est une question très très importante. À quoi est-ce que ça ressemble exactement ce permafrost et qu'est-ce que l'on peut en penser? Eh bien, il faut regarder ça d'un petit peu plus près. Décidément, aujourd'hui, niveau matériel, je vais voir si j'ai pas quelque chose d'un peu plus efficace. Oui, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, on va faire une petite coupe dans le terrain, dans le permafrost en question, pour comprendre un petit peu ce fonctionnement et ce que l'on peut en penser aujourd'hui à l'heure du dérèglement climatique. Ah, voilà mon petit bout de craie. Bon. Alors, donc, on va s'attarder sur la question du permafrost. En fait, ce sol gelé en profondeur se décompose en 3 parties. Alors je suis dans le dernier interglaciaire où nous sommes. Hein. On est dans la dernière tranche. Hein. Alors, il y a la couche supérieure qui est à peu près de 2-3 mètres. Aujourd'hui, donc, cette couche supérieure du permafrost se trouve donc dans les régions que j'ai déjà citées, Sibérie, Nord-Canada, Alaska, etc. Cette couche, donc, qui est plus proche, qui est à la surface, eh bien, elle a la particularité de dégeler. Elle dégèle en été. Donc, il y a des variations de température sur ces 2-3 mètres. Donc, c'est une couche qui gèle en hiver, en gros, qui descend vers moins 12 à peu près, et l'été qui peut se réchauffer à plus 4. On appelle cette tranche-là la couche active, en quelque sorte, parce que, justement, elle permet aux plantes d'avoir une période de développement, elle permet, j'allais dire, aussi à la faune de s'adapter, etc. Dessous, il y a une couche un peu plus épaisse, qui fait 10 à 15 mètres, et qui ne dégèle pas, mais quand même subit des variations de température, hein, par contagion en quelque sorte. Hein. Il y a quand même des variations. On reste dans les températures négatives, mais il y a des changements. En température négative, ou presque négative, on est aux alentours de 0 degré, et donc ça, c'est le maximum du réchauffement, en quelque sorte, de cette couche. Et elle descend jusqu'à peu près moins 8 degrés. C'est une couche, donc, moins active, mais ça veut dire que les roches qui sont concernées par cette tranche-là subissent donc les effets de plus ou moins de froid, donc l'érosion par le froid et les alternances se manifestent là-dedans aussi. Vous vous rappelez, ça s'appelle la gélivation, donc là il y a une érosion, notamment sur les roches les plus dures et les roches cristallines. Et puis il y a la troisième et dernière couche. La troisième et dernière couche, eh bien, on pourrait dire que c'est le permafrost par définition, parce que là, la température reste la même, quoi qu'il arrive, dans l'année. C'est la partie donc qui est constamment gelée ou constamment congelée, si vous préférez. Pas de variation saisonnière. Hein. Donc, température moyenne, moins 4 degrés, ça ne bouge pas. Au niveau de l'épaisseur de cette couche, eh bien, c'est assez considérable. Ça se chiffre en centaines de mètres. En centaines de mètres. Et avec les forages qui ont été faits, on est allé jusqu'à 1 kilomètre de profondeur.
dans cette couche-là. Donc plusieurs centaines de mètres. Là encore, il y a des variations régionales, mais en tout cas, jusqu'à présent, d'après les forages, on a, j'allais dire, un maximum atteint, en tout cas, de 1 km. Donc vous voyez que c'est vraiment énorme. Ça donne une idée de la baisse des températures pendant les périodes glaciaires. Voilà, c'est assez impressionnant quand même de constater qu'on a des portions de sol aussi épaisses, aussi étendues, qui sont totalement gelées. Alors, en quoi est-ce que c'est important de s'y attarder sur ce permafrost? Eh bien, parce qu'il a des conséquences donc en surface. Ce permafrost, la couche inférieure et la couche moyenne, eh bien, sont imperméables. Du fait donc du gel, elles sont imperméables. Résultat, au-dessus, ici, on a des zones humides, on a de l'eau stagnante, alors qui gèle bien sûr en hiver, mais l'été, ce sont des eaux donc très stagnantes, des marais, des tourbières, avec beaucoup de micro-organismes. Et là aussi, toutes sortes de phénomènes biochimiques. Par exemple, je pense à l'Irlande et aux Irlandais. C'est une population qui, pendant des centaines d'années, voire même des milliers sans doute, a utilisé la tourbe pour se chauffer. Si vous avez visité, il y a toujours des tourbières d'ailleurs. Voilà. Ça donne donc des épaisseurs très noires, des couches de terre très très noires, molles. Et si elles sont vraiment, si on y passe en été, c'est-à-dire on s'y enfonce allègrement, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la tourbe? Je vous ai dit que ça servait à se chauffer. Ça a donc un rapport avec quelle autre roche? Le charbon, effectivement. La tourbe, c'est la première phase, en quelque sorte, de transformation vers ce qui pourrait, ce qui a pu devenir du charbon dans d'autres aires géologiques. C'est pour ça que, c'est un peu combustible. Un peu. C'est maigre comme combustible, mais enfin, quand on n'a pas le choix, on l'utilise. En général, ça fait beaucoup plus de fumée que de chaleur, mais les Irlandais n'avaient guère le choix. Et ça sent très bon. Comment? Ça sent très bon. Oui, surtout avec du whisky. J'ai un bon souvenir des whisky irlandais tourbés. Ça me plaît plus que la fumée. Vous voyez, les géographes se servent de tous leurs sens pour mémoriser un certain nombre de choses. Oui, je vous écoute. Les tourbes, c'est les plus grands capteurs de CO2. Je vous entends très mal. Les tourbes, c'est les plus grands capteurs de CO2. Alors, attendez. Les tourbes sont les plus grands capteurs de CO2. Ce sont des puits de carbone. Alors voilà, effectivement, j'allais y arriver. On a effectivement là de la fabrication de carbone et aussi des émanations de gaz. Bien évidemment, puisque il y a une espèce de, je ne veux pas dire de macération, mais en fait, effectivement, il y a décomposition. Voilà le terme que je cherchais. Il y a décomposition, donc ce sont des sols qui renvoient des gaz de décomposition, du dioxyde de carbone. Il peut même y avoir aussi du méthane. Voilà. Résultat, on va y arriver aujourd'hui. Résultat, avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe? Le méthane est dégagé. Voilà. La partie active, risque de descendre un peu en profondeur et on aura des libérations. On a commencé un tout petit peu à avoir des libérations de ces gaz de décomposition. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment que vous voyez un petit peu ce qu'il en est pour bien comprendre le phénomène. Donc, il y a ici, je vais le mettre en rouge en quelque sorte, là c'est la zone critique. La zone critique, donc, qui peut être activée
effectivement, si les températures de l'été font que, eh bien, il y a un dégel qui commence dans cette tranche-là. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment important. Bien sûr, ces zones de permafrost ne sont pas connues que pour cela. Vous savez qu'on y retrouve les fameux petits mammouths congelés et autres restes, bien sûr, des périodes glaciaires. C'est très intéressant. Tant mieux, hein, ça fait partie des bénéfices en quelque sorte. Mais bon, j'allais dire, ce qui est à craindre est quand même un petit peu plus lourd de conséquences. Voilà donc pour cet héritage donc des périodes glaciaires et des paléoclimats. Qu'est-ce que l'on peut en conclure? Eh bien, que là, on a affaire à des changements climatiques, effectivement, il y a eu des changements climatiques, mais qui sont restés à une échelle géologique. Malgré tout, centaines de milliers d'années, c'est de l'échelle géologique. Aujourd'hui, eh bien, nous avons affaire à des changements, des règlements climatiques qui sont à notre échelle de vie à nous. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et le temps d'adaptation qui nous est fourni est très très court. Nos ancêtres, les hommes préhistoriques, avaient le temps de migrer, de s'adapter au changement de végétation, à la migration des animaux qu'ils chassaient. Tout ça se faisait lentement, progressivement. Vous le savez aussi, ces périodes n'empêchaient pas du tout, au contraire, parfois favorisaient les grandes migrations de population, le peuplement du continent américain, etc. Donc tout ça, bon, j'allais dire, s'étale sur des milliers d'années. Là, vous savez que, ma foi, on en est dans des horizons à 50, 100 ans, c'est-à-dire nos vies. Hein, bien évidemment, hein, nos vies sont sur 50 et 100 ans, c'est bien le même créneau. Voilà. Donc l'année dernière, je vous avais dit que j'aborderais pas frontalement cette question-là. Avec la climatologie, j'allais dire, là, forcément, il faut l'évoquer et essayer de mieux le comprendre. Voilà. C'est mon but. Bien. Alors, nous en avons terminé là avec ce chapitre donc sur les héritages des paléoclimats. Pas de questions particulières? Oui? Quelles sont les causes des glaciations? Ah. On parlait des effets, mais pas des causes. Je l'attendais. Je l'attendais. Eh bien, pour ce qui est d'expliquer ces fameuses pulsations, en quelque sorte, eh bien, pour le moment, j'allais dire, on est vraiment en grande recherche. Alors, je vais simplement vous livrer les quelques pistes que j'ai trouvées en me documentant. La première piste, ce sont des variations de l'axe de rotation de la Terre. Vous vous rappelez donc que s'il existe des zones polaires actuellement, c'est parce qu'on a une inclinaison de l'axe de rotation. Si l'axe de rotation descend, alors là il est à 23 degrés 27 minutes, s'il descend vers 24, 25 degrés, ça paraît peu, mais à l'échelle de la Terre, ça provoque donc une extension forcément de la zone la plus froide. Et à ce moment-là, effectivement, on aboutit à des situations de refroidissement. Ça, c'est un premier élément qui paraît, j'allais dire, très très plausible, mais est-ce que c'est suffisant? C'était suffisant? C'est pas certain. Donc il y a d'autres pistes qui ont été explorées, comme par exemple l'activité solaire. Est-ce qu'à certains moments, l'activité du Soleil n'aurait pas, j'allais dire, connu elle aussi des pulsations? On sait que l'activité solaire est irrégulière. Hein, il y a des moments d'éruption solaire et d'autres plus calmes. Donc ça, c'est la deuxième piste, hein, c'est-à-dire variation dans l'activité solaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments? J'ai trouvé aussi éventuellement des changements dans les pôles magnétiques de la Terre. Là aussi, alors là on entre dans les questions de physique. Voilà les quelques pistes que j'ai trouvées où vous pouvez aller voir un petit peu ce qui en est dit. Donc
On pourrait imaginer période glaciaire, l'axe de rotation s'incline, plus période interglaciaire, l'axe de rotation revient plus proche, enfin, revient au niveau, au degré ou à l'angle où nous sommes aujourd'hui. C'est un axe de recherche qui est passionnant, vous s'en doute, et qui est très étudié par l'Institut français des glaces. Enfin, l'intitulé, je le maîtrise pas bien. Enfin, en tout cas, il y a un institut français scientifique qui s'en occupe. Et dernièrement, c'est-à-dire 2024, après 15 ans de travail, là, il faut être patient, on a pu sortir, les scientifiques ont pu sortir de l'Antarctique, de l'Inland 6, Antarctique, une carotte de 3 km de long. Une carotte, vous voyez ce que c'est, hein, c'est ce qu'on retire, j'allais dire, quand on a fait un forage. Et là, l'intéressant, c'est que cette carotte de 3 km, elle est continue. Voilà. Et donc, on l'a extirpée. Ça veut dire que l'on a 3 km de mémoire inclus dans ces morceaux de glace, en quelque sorte. Donc on va étudier pas seulement les cristaux de glace, mais aussi ce qu'il y a dans les interstices, les gaz, les poussières, et ça devrait nous donner là un champ d'études vraiment très très précis et dans la continuité, c'est-à-dire avec glaciaire, interglaciaire, avec tout ce qui a pu s'y passer. Voilà la dernière information que je peux vous communiquer. C'est un exploit. Il y a eu bien sûr collaboration scientifique européenne. Et là, ils en ont pour 15-20 ans à étudier cette carotte. Hein. Voilà. Alors, on se la partage entre les labos. Donc, bien sûr, il ne faut surtout pas que ça se décongèle. Vous imaginez, là, les scientifiques qui sont dans des tenues qui font peur rien qu'à les voir au niveau du froid. Et ces carottes, donc, sont découpées et chaque participant, récupère, bien sûr, sa fraction et va l'étudier de son côté. Donc, on risque d'apprendre pas mal de choses dans les années qui viennent. Voilà, on peut espérer qu'on les apprenne assez vite pour que ça nous aide, bien sûr, dans les décennies qui arrivent. Voilà, hein, donc j'attendais la question avec impatience. Bien, alors nous allons passer au 4e chapitre et nous allons, j'allais dire là, changer tout à fait de conditions climatiques. Vous avez vu dans le programme que j'ai voulu faire un chapitre dédié au désert. Ah, c'est le chapitre numéro 4, et j'ai appelé ça la problématique des déserts. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi j'appelle ça donc une problématique. Alors, je continue là sur ce tableau-là. Ça me paraît quand même plus efficace que l'autre tableau. Les milieux désertiques, se familiariser avec ces milieux et puis surtout voir, j'allais dire là encore, qu'il y a bien plus de variétés qu'on ne le pense. Et puis là aussi, il y a quelque chose qui nous concerne directement, c'est que ces déserts peuvent nous être utiles, c'est vrai, mais que en même temps, on les perturbe grandement. Et puis enfin, il y a aussi la problématique de leur extension en certains endroits. Voilà, donc voilà pour justifier en quelque sorte l'intérêt à ces secteurs-là. Alors, pour parler des déserts, il faut commencer par la notion d'aridité. C'est un terme que j'ai déjà employé, hein, notamment quand on a traité des précipitations, bien évidemment. Alors, quelle est la définition de l'aridité ? Bon, je vais dire, c'est relativement simple, hein, ça n'a rien de compliqué. On dit qu'il y a aridité quand l'absence de précipitation réduit à zéro la vie végétale et animale. Voilà, absence de précipitation, vie végétale et animale réduite à zéro. En termes de statistiques, on considère qu'on a une situation d'aridité quand on a 12 mois consécutifs sans pluie. Voilà. Ça, c'est le désert parfait. Ah oui. Pas d'eau, pas d'animaux, pas de végétation, rien que du minéral.
Mais ce désert parfait, finalement, il est relativement rare. Et c'est là que toutes les nuances, bien sûr, se font jour. Vous le savez sans doute, le Sahara, qui est, j'allais dire, le désert emblématique, eh bien, lui-même n'est pas parfait. Il peut y avoir quelques très rares averses, et l'on voit pousser à ce moment-là une petite prairie temporaire qui est absolument extraordinaire, ou bien même on voit pousser des champignons, qui se dépêchent, j'allais dire, de profiter de l'humidité pour pousser et qui font le bonheur du marché local, en l'occurrence. En Arabie, quand il y a une petite averse, le phénomène le plus, j'allais dire, visible, c'est le cycle des criquets. Un peu d'humidité, les œufs, eh bien, j'allais dire, éclosent, etc. Et tout le cycle du criquet, j'allais dire, se met en route très rapidement. Et l'on a donc des nuées de ces fameux criquets qu'on connaît depuis la Bible, au moins. Voilà. Donc, aucun désert n'est vraiment parfait. Et en tout cas, les parties qu'on pourrait qualifier de parfaites sont plus réduites qu'on ne le pense. Donc voilà, il faut partir sur cette idée-là. En fait, les régions dites désertiques sont des régions où les pluies non seulement sont rares, mais surtout très irrégulières. Voilà, donc j'allais dire le critère le plus valable, le plus intéressant, le plus pertinent, c'est l'irrégularité de ces petites précipitations. On est donc bien dans un secteur où l'évaporation l'emporte largement, bien sûr, sur les précipitations. On est dans des secteurs toujours déficitaires à ce niveau-là. Vous vous rappelez la petite évaporation largement supérieure aux précipitations. Voilà, donc pour situer un petit peu cette question-là. Alors, je ne vais pas commencer par des questions de température, contrairement à ce que vous pourriez peut-être imaginer. Je vais commencer par une question particulière au désert. Qu'en est-il des cours d'eau dans ces régions-là? Il y a les grands cours d'eau qui traversent, qui sont issus de régions non désertiques. Il y a ceux qui arrivent à, j'allais dire, s'écouler dans ces régions désertiques. Que deviennent-ils? Voilà, donc j'ai voulu vous montrer d'abord ce qui se passe dans les réseaux hydrographiques de ces régions-là. Des réseaux hydrographiques particuliers. Bon, dans nos régions tempérées, on a l'habitude de réseaux hydrographiques, j'allais dire, bien hiérarchisés. Le fleuve principal, des affluents plus petits, et on a des réseaux hydrographiques qui sont, j'allais dire, arborescents. Voilà. Ce qui permet de définir, par exemple, ce qu'on appelle des bassins hydrographiques. Voilà, et là, on arrive... par exemple, à l'océan. Donc, dans les régions tempérées, voilà l'image qu'on a dans l'œil sur les réseaux hydrographiques. Ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout dans les régions désertiques. Il y a plusieurs types de réseaux hydrographiques, ou d'absence de réseau, d'ailleurs, on va le voir, dans ces régions-là. Alors, on va prendre quelques exemples. On va prendre d'abord l'exemple de cours d'eau qui naissent en dehors des régions désertiques et qui sont amenés à les traverser. Pas moyen, évidemment, d'échapper à l'exemple du Nil. C'est l'exemple presque parfait. Le Nil, donc, prend ses sources en zone tropicale humide. Il a donc une excellente alimentation. Et que se passe-t-il dans son trajet vers le nord qui lui fait traverser la bande saharienne? Eh bien, on peut s'en douter, l'évaporation est intense, il s'appauvrit, évidemment, il s'appauvrit en traversant donc d'abord le Soudan et ensuite l'Égypte.
Et pendant des milliers d'années, eh bien, tout le monde l'a appris en 6e, pendant des milliers d'années, l'Égypte a bénéficié des crues du Nil qui apportaient sur les rives, donc ces limons fertiles, avec, j'allais dire, un calendrier régulier et donc l'assurance de pouvoir, à un moment donné, bien sûr, lancer l'agriculture, enfin les différentes phases agricoles, et chaque année, le cycle se recommençait. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Eh bien, le Nil a subi pas mal de modifications liées à l'activité humaine. Une des plus anciennes modifications, c'est la création du barrage d'Assouan, hein, vous connaissez sûrement, et la formation du lac de retenue. L'idée, évidemment, c'était d'obtenir d'une part de l'hydroélectricité, d'autre part de l'eau d'irrigation. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a bien effectivement de l'hydroélectricité produite, il y a bien de l'irrigation, mais la question c'est qu'on en a voulu plus encore d'électricité et plus d'eau à disposition. Donc d'autres barrages, et ces barrages, on les a fait non pas vers l'aval, évidemment, mais on les a fait remonter vers l'amont. Résultat, eh bien, petit à petit, le Nil s'est appauvri du fait de ces retenues d'eau, du fait de cette perturbation de son écoulement. Et actuellement, eh bien, le Nil qui arrive au niveau de son delta, eh bien, c'est un Nil dont les eaux sont beaucoup plus restreintes en volume et beaucoup plus pauvres en limon. Et par la même occasion, hein, c'est-à-dire, hein, vous savez, le Nil, c'est un peu comme un camion de transport d'alluvions. Là, le camion devient plus petit, et ben forcément, il apporte moins en bout de course. Hein. Et le delta du Nil, ce fameux delta, hein, emblématique lui aussi, eh bien, il est en train de rétrécir. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'apport, et la mer, évidemment, elle se charge avec son courant littoral de grignoter au fur et à mesure ses apports. Donc voilà un exemple, j'allais dire, qui est très parlant de ce qui peut arriver à un cours d'eau qui traverse une zone désertique. C'est ce qu'on appelle un petit miracle, hein, le don du Nil, comme on le disait autrefois, mais là encore, l'action anthropique rend ce don, j'allais dire, beaucoup moins favorable et s'en retourne en quelque sorte contre, j'allais dire, les besoins des populations. Voilà pour ce premier exemple. Il y a d'autres cours d'eau qui viennent de l'extérieur du désert et qui, par le jeu des versants de montagne, j'allais dire, y entrent. Qu'est-ce qui leur arrive, ceux-là ? Ils se perdent. Il n'y a pas d'autre mot, hein, ça paraît très très étrange pour nous, mais par exemple, en Afrique du Nord, vous avez le massif de l'Atlas, bon, qui reçoit de l'humidité, des précipitations, des cours d'eau se développent, bon, de petite taille certes, mais enfin des cours d'eau se développent, et bien à un moment donné, eh bien, leur écoulement se perd dans le désert. Voilà. C'est, j'allais dire, le Sahara les absorbe en quelque sorte, les fait disparaître. Les fait disparaître. Il y a aussi de ces cours d'eau qui se perdent dans le désert. Pardon ? Il y a également des cours d'eau de ce type en Asie. Oui, bien sûr, oui, sûr. Là, je prends mes exemples dans l'aire géographique la plus proche de nous, hein, mais il n'est pas exclu, bien sûr, du tout qu'on prenne des exemples en Asie, voire même en Amérique. Voilà donc pour les premiers cas. Hein. S'il y a des cours d'eau qui viennent de l'extérieur, ils arrivent à traverser, mais non sans inconvénient, parce qu'ils sont très convoités. Hein. Quant aux plus petits, eh bien, j'allais dire, leur issue, on va pas dire fatale quand même, ça on va pas dramatiser, mais j'allais dire, leur utilisation est forcément très limitée. Deuxième cas de figure, les écoulements d'origine locale. Donc ça, c'était origine extérieure au désert. Voilà. Donc deuxième cas, c'est quand on a des cours d'eau qui sont d'origine locale. Alors, quand on est dans un secteur de désert parfait,
pas d'eau, rien du tout, eh bien, il n'y a pas d'écoulement du tout. C'est le niveau zéro, il n'y a pas de trace de cours d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce phénomène porte le nom d'aréisme. Voilà. Donc dans les portions de désert parfait, sans aucune précipitation, eh bien, on n'a pas d'écoulement d'eau, mais on n'en a même pas des traces. Il n'y a rien. Voilà. C'est l'absence. On chercherait en vain quelque chose qui nous ferait penser aux rives d'un ruisseau ou d'une petite vallée. Non, il n'y a pas. Alors, comme je vous l'ai dit, ces régions-là sont quand même rares. Dans les déserts moins parfaits, on va les appeler comme ça, dans les déserts moins parfaits où il y a quand même des averses, eh bien, les cours d'eau sont forcément intermittents. Deuxième cas de figure, donc, des cours d'eau intermittents. Je les avais évoqués quand on a parlé, je crois déjà, des climats secs. Des cours d'eau intermittents qui laissent une trace. On identifie la vallée en question, ce sont les fameuses oueds ou ouedis. Bon, voilà, on a une trace. Souvent d'ailleurs, c'est assez pratique pour cheminer. Hein, mais bon, voilà, au moins on a trace de vallée, trace d'écoulement. Et puis, s'il y a l'averse, je vous le rappelle, donc ça peut être torrentiel. Et ça peut être tout à fait dangereux. D'autant plus que ces averses peuvent se situer loin en amont. Hein. Vous êtes là dans votre portion de désert, dans votre oued très tranquillement. Il n'y a aucun nuage à l'horizon, sauf que vers la source de l'oued, là en question, il y a une averse. Et bon, voilà. Alors, bon, avec les moyens d'observation actuels, c'est beaucoup moins dangereux qu'autrefois, bien sûr, du temps des explorateurs de l'Afrique. Mais bon, il faut savoir que cela existe. En tout cas, donc je répète, il y a trace, bien sûr. Je vous l'avais dit tout à l'heure, les cours d'eau veulent rejoindre le niveau marin. Ah oui, mais alors quand on a la malchance de démarrer sa vie, si je puis dire, dans le désert, comment on va à la mer, hein? On n'y va pas. On n'y va pas, on reste dedans. Hein? Alors, ça s'appelle un système, le système d'endoréisme. Alors, visuellement, ça donne quelque chose d'assez curieux. Vous avez donc un cours d'eau. Voilà, je mets des petites flèches pour montrer un petit peu ce qui lui arrive. Il est issu d'un versant, il a bénéficié d'averses. Et puis, bon, il arrive au secteur le plus bas qu'il a pu atteindre. Hein, le propre des cours d'eau, c'est de toujours descendre, bien évidemment. Et puis là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Eh bien, on va peut-être avoir un petit lac. Voilà. Des lacs qui peuvent être de taille très très variable. Hein, tout dépend bien sûr du cours d'eau en question. Hein, ça peut être une petite mare en quelque sorte. Ça peut être beaucoup plus vaste. Et comme donc les précipitations sont très irrégulières, ces lacs, par exemple ici je l'ai dessiné très très petit, en cas de grosse averse, il peut s'agrandir notablement, à la grande joie de, bien sûr, la faune et de la végétation voisine. On a donc là des lacs à taille variable. Là aussi, c'est typique de ces régions-là, comme l'oued dont je parlais tout à l'heure. Donc, des tailles très très variables. Parfois, disparition carrément, il n'y a plus que de la boue. Vous avez sûrement vu des reportages animaliers où l'on voit les animaux là en train de peiner à se trouver un peu d'eau dans une belle épaisseur de boue. Et ils s'y mettent au frais. Là, j'ai des images d'hippopotames qui me reviennent ou de rhinocéros plutôt, de rhinocéros là en train de se vautrer dans la boue pour chercher de l'humidité et de la fraîcheur. Voilà, on est typiquement dans cette situation-là. Voilà donc le deuxième cas de figure. Des cours d'eau d'origine locale, soit ils sont totalement absents, soit ils sont intermittents, soit ils aboutissent à une dépression dans laquelle donc peut se nicher un lac de taille extrêmement variable.
Il y a un troisième cas de figure possible, un peu plus spectaculaire. Ah, mon chiffon. Un peu plus spectaculaire, parce que l'échelle est un peu différente. Là, on est dans des échelles relativement locales. Mais il y a un troisième cas de figure. C'est la formation de grandes nappes d'eau permanentes. Formation de nappes d'eau. On va commencer par là. Formation de nappes d'eau. Alors, certaines peuvent être permanentes, c'est-à-dire que l'alimentation, même irrégulière, permet de toujours cartographier l'endroit comme étant effectivement de l'eau. L'exemple le plus proche, si je puis dire géographiquement, c'est le lac Tchad, dans l'État du même nom. Et puis, il peut aussi y avoir formation de nappes d'eau temporaires. Et c'est un phénomène qui a été notamment bien observé parce qu'à une dimension, j'allais dire, très très importante, au cœur du désert australien. Si vous regardez ne serait-ce qu'une carte, il y a une vaste dépression qui porte le joli nom de lac Eyre, comme Jane Eyre. Et cette grande zone, vraiment très très grande zone, donc intitulée lac Eyre, eh bien c'est en fait un secteur qui n'est en eau que de façon très temporaire, seulement quand il y a, par chance, une année humide. Hein, voilà pour donc les différentes possibilités. Et puis, là, il s'agit donc de nappes d'eau à fleur du sol, hein, bien évidemment. Il y a aussi quand même des phénomènes d'infiltration. Dans ces déserts, il y a donc des nappes d'eau souterraines. C'est le troisième cas de figure, les nappes d'eau souterraines dans lesquelles on peut puiser. Et c'est bien sûr le grand bonheur des oasis. Voilà. Voilà. Les oasis, eh bien, ne sont possibles que s'il y a une nappe d'eau souterraine à une profondeur, pas trop importante pour que l'on puisse donc l'utiliser. Ces eaux souterraines, avec les moyens techniques actuels, évidemment, peuvent être beaucoup plus utilisées que dans les siècles précédents, avec le danger de les épuiser, bien évidemment. Ça, c'est le grand problème de ces nappes d'eau souterraines qui ont mis beaucoup de temps, effectivement, à se remplir, étant donné donc l'irrégularité des pluies. Si l'utilisation est trop rapide, eh bien, ça peut causer de sérieux problèmes. Voilà donc pour essayer de comprendre un petit peu comment les eaux qui quand même parviennent dans ces déserts font leur chemin et quelles traces elles peuvent laisser et aussi quelles possibilités, bien sûr, elles laissent. En ce qui concerne les limites de ces régions arides ou désertiques, là encore, comme pour les autres zones, c'est pas forcément évident. Hein. Les limites sont difficiles à fixer. Il y a bien sûr des secteurs de transition, plus ou moins visibles. Alors, les climatologues qui n'en sont pas à une subtilité près vont vous parler de l'aridité absolue, le désert parfait dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'aridité tout court et la semi-aridité. Voilà, donc pour les déserts, comme pour d'autres zones climatiques, eh bien, les limites
sont effectivement un petit peu floues, et en plus elles bougent. Hein, effectivement, à 50 ans de distance, eh bien, la limite d'un désert peut avoir notablement changé. Alors, bon, les climatologues expérimentés ont essayé de repérer ça avec différentes statistiques, etc. Enfin, je ne veux pas vous encombrer trop avec ça. Ce qui me paraît important, c'est que ces déserts, quels qu'ils soient, parfaits, pas parfaits ou à moitié parfaits, peu importe, ces déserts occupent quand même presque un tiers des surfaces des terres émergées. Hein, si on fait le total des terres émergées, pas loin d'un tiers est concerné par ces situations donc d'aridité. Et cette surface aride, ces surfaces arides, eh bien, sont en train d'augmenter en surface. L'exemple, là encore, le plus proche que l'on ait, c'est la région dite du Sahel, c'est-à-dire la bordure sud du Sahara, où là, le manque de pluie et la plus en plus grande irrégularité des pluies fait que eh bien, la végétation, et par voie de conséquence les troupeaux, et par conséquent les humains, eh bien, quittent ces régions et descendent plus vers les régions tropicales, où là se pose la question des ressources. Hein. Voilà, quand on parle de réfugiés climatiques, eh bien, il y a déjà un bon bout de temps que ça a commencé dans ces régions du Sahel, qui étaient, j'allais dire, à un niveau de vie précaire, et là, j'allais dire, il n'y a même plus de possibilité d'avoir quelques troupeaux. C'est devenu quasi impossible. Donc, il faut se sentir concerné, si je puis dire, par ces régions désertiques. Un autre secteur géographique avec des déserts en extension, c'est la Chine centrale. La Chine centrale connaît aussi le phénomène et avec notamment des vents violents qui font que s'il se forme un petit peu de sol, qui permettrait des cultures, eh bien ce sol est, j'allais dire, très rapidement évacué par des tourbillons, par des vents assez puissants. Voilà pour vous les situer et un petit peu donc mieux les comprendre. En deuxième partie, eh bien, je vais essayer de faire une petite typologie des déserts. Là aussi, c'est le truc des climatologues. Il faut qu'ils cartographient, qu'ils essayent de mettre des limites et qu'ils essayent de faire des types. Alors tant pis, vous n'y échapperez pas. Vous avez voulu venir en climatologie, voilà. Il faut passer par là. Bon, je vais tâcher de rendre la chose pas trop longue. Le but n'étant pas de vous ennuyer. Donc, deuxième partie, une petite typologie des déserts. Alors, on va commencer par ce qu'on va appeler, entre nous, hein, c'est pas très orthodoxe, on va appeler ça le désert classique. Ça, c'est pas tout à fait scientifique, mais c'est pratique. Voilà. Alors, ce qu'on appelle le désert classique, c'est tout simplement, j'allais dire, l'image la plus commune qu'on s'en fait. Hein, à savoir, c'est un désert chaud. Voilà. Premièrement, c'est chaud. C'est sous les tropiques et surtout sous des hautes pressions subtropicales. Donc, chaleur et haute pression. Haute pression, je vous le rappelle, ça veut dire de l'air descendant. Ce qui veut dire donc que l'air étant tassé, j'allais dire, même s'il est chaud, il ne peut pas se charger en humidité, on est en zone continentale, il ne peut pas s'élever non plus. Et donc, sous ces hautes pressions subtropicales, eh bien, les précipitations, de fait, ne peuvent pas arriver, si ce n'est par les marges, bien évidemment. Alors, ces déserts chauds et soumis à des hautes pressions, eh bien, bon,
il y a une très grande bande continue que vous connaissez bien, Sahara, Soudan, péninsule arabique. Ça, c'est notre, j'allais dire, le désert que les Européens, d'ailleurs, ont conquis. Et oui, ça faisait partie de l'empire colonial français, de l'empire colonial anglais, et un tout petit peu de l'empire colonial allemand, et un peu des Portugais aussi, d'ailleurs. Voilà. Et fugacement les Italiens. Enfin bref, tout le monde s'y est mis, quoi. Bon, vous le savez. Hein. Voilà. C'est aussi, j'allais dire, singulier à quel point on a pu se battre pour des kilomètres carrés de désert. Mais bon. Outre donc cette grande bande qui va du Sahara à l'Arabie, il y a dans l'hémisphère sud, mais toujours en Afrique, le désert du Kalahari. Même caractéristique, donc, chaleur et haute pression. Si l'on place un hygromètre, c'est-à-dire un appareil qui sert à mesurer l'humidité de l'air, eh bien, on descend à des minimums, j'allais dire, que nous ne connaissons absolument pas à nos latitudes. On est en général en dessous de 50% de taux d'humidité de l'air et on peut se rapprocher de 20 ou 30%. Donc c'est un air hyper sec. Ça aussi, ça fait partie des grandes caractéristiques. Un air hyper sec. Des températures qui peuvent être extrêmes sur 24 heures. C'est-à-dire qu'on peut passer de plus 50 degrés le jour à 0 ou moins 1 la nuit. Voilà, donc plus 50 à 0 moins 1. Quelques gouttes d'eau peuvent se former à ce moment-là et même geler. Alors vous avez peut-être entendu parler des techniques de survie en milieu désertique, non? Vous n'avez pas fait de stage? Enfin, bon, il faut faire des stages de survie en milieu désertique. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On récupère de l'humidité nocturne sur une bâche. Voilà, sur une bâche. Voilà, je vois que vous avez suivi le stage. Sur une bâche, et de préférence en ayant creusé, hein, pour être sûr que les minuscules gouttes d'eau qui vont se condenser vont se rassembler donc au milieu de la bâche là et vous faire une petite flaque. Ouais. En tout cas, à défaut de survivre, ça permet de comprendre effectivement ce qui se passe. Le très faible taux d'humidité peut quand même, bien sûr, avec un tel refroidissement, donner un peu de condensation. Dans ces régions-là, du fait donc toujours des hautes pressions, l'atmosphère est très stable, c'est-à-dire que les vents sont rares. Les vents sont faibles. Donc on a une atmosphère, j'allais dire, qui ne bouge pas, ou très peu. Il peut y avoir très localement, bien sûr, des mouvements de l'air entre des secteurs extrêmement chauds et des secteurs un peu moins chauds, hein, bien évidemment. À ce moment-là, ça donne des vents de sable, hein, ou des tempêtes de sable, comme on les appelle aussi. Voilà pour un petit peu se visualiser les conditions dans ces déserts-là. Ils sont donc essentiellement continentaux, ces déserts. Ils se prolongent. Tout à l'heure, je suis allé jusqu'à l'Arabie, mais on peut les prolonger jusqu'à la Syrie, la Jordanie, l'Iran et l'Irak. Voilà donc pour le désert qui nous est, j'allais dire, les plus connus et les plus familiers, si l'on peut dire. Je vais aborder une deuxième catégorie qui est pour nous tout à fait singulière. Ce sont les déserts côtiers. Alors là, pour nous, c'est vraiment très perturbant parce que nous associons toujours, en habitant de l'Europe, les côtes à l'humidité et la végétation, etc., etc. Eh bien non, il y a des déserts côtiers. Alors vraiment ça, pour nous, à notre regard, c'est vraiment une anomalie et c'est vrai que c'est toujours une surprise. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ce phénomène-là peut exister. Alors, déserts côtiers qui existent aux latitudes tropicales et subtropicales. Alors comment est-ce possible ?
Comment est-ce possible? Eh bien, il faut la conjonction de quelques éléments. Il faut d'abord que l'eau de mer, le long de cette côte, que l'eau de mer soit froide. Bon, alors vous me direz, oui, ben on est aux latitudes tropicales et subtropicales. Ah oui, mais il y a les courants. Voilà. Cette eau de mer froide, eh bien, elle est la plupart du temps liée à un courant marin lui-même froid, plus des remontées d'eau froide, des grandes profondeurs. Donc vous avez, j'allais dire, une circulation, deux circulations différentes des eaux dans l'océan. Vous avez une circulation un peu sous la forme de fleuves, pourrait-on dire, qui sont les courants marins, mais vous avez une circulation aussi d'eau dans l'épaisseur de la mer, avec donc des remontées d'air froid, l'habitude, d'eau froide, qui se réchauffent un petit peu et qui redescendent. Il y a un petit peu l'équivalent de mouvements de convection aussi. En tout cas, il y a des échanges thermiques entre grande profondeur et surface dans un certain nombre de secteurs de l'océan. Dans le vocabulaire anglo-saxon, on appelle ce phénomène l'upwelling, c'est-à-dire une espèce de remontée, de mouvement de remontée. Upwelling. Ça a été mis en évidence grâce aux espèces de poissons. On ne comprenait pas pourquoi à certains endroits il y avait des poissons qui habituellement aiment le froid, alors qu'on était censé être dans un secteur chaud. Voilà, c'est ce qui a attiré l'attention et ce qui a permis de les détecter. Donc, pour faire un désert côtier, il faut de l'eau de mer froide, par un courant marin, et même si en plus on a des remontées d'eau froide profonde, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Eh bien, il faut un massif montagneux parallèle à la côte. Ah, vous me direz pourquoi? Ben, ça paraît contradictoire. Eh bien, parce que ce massif montagneux parallèle à la côte va justement bloquer l'air froid qui se forme au-dessus de la mer. L'air froid est coincé là. Je vous rappelle que l'air froid, donc, c'est un air froid qui a tendance à qui descend, enfin qui se tasse. Donc, nous sommes aux latitudes tropicales. Alors, je vais prendre du bleu. On a donc une combinaison assez curieuse. Admettons que, voilà, ceci est la surface de la mer, donc eau froide. Voilà. Mais, donc nous sommes sous les tropiques. Il y a donc quand même une radiation, etc. Donc au-dessus, on a de l'air chaud. Et bien, dans ces cas-là, il n'y a pas de mouvement de l'air. L'air froid, qui a toujours tendance à descendre, qui est lourd, ben, il va rester au niveau de l'air, il ne bouge pas. L'air chaud qui est au-dessus, ben ça lui va bien, les airs chauds sont des airs légers qui ont tendance à expanser, donc il ne bouge pas non plus. Donc voilà pourquoi on a un air qui est très très stable et rien ne bouge. Vous saisissez? Oui? Je ne vous ai pas perdu là, non? Ah bon, d'accord, c'est des moments, j'aurais peur. Voilà, donc on a vraiment une situation climatique vraiment très très particulière. Alors, du coup, à quoi ça ressemble un désert côtier quand on y est? Eh bien, un désert côtier, c'est assez étrange, somme toute. Parce qu'on a quand même un air humide. Bon, l'air est froid, mais bon, il y a quand même, j'allais dire, présence de la mer. Donc l'air est très humide. Il y a une micro-condensation, brouillard. En fait, l'atmosphère la plus typique de ces déserts côtiers, c'est le brouillard, plus ou moins épais. Parfois, il y a un tout petit peu de rosée, c'est-à-dire que les minuscules gouttelettes du brouillard finissent par être assez grosses, voilà, pour tomber un tout petit peu, ou bien c'est la rosée au sol, bien sûr. Alors, il y a un tout petit peu de végétation,
hein, pas grand-chose, et c'est tout. Il n'y a pas de réelle précipitation. Donc, une météorologie donc, essentiellement marquée par l'humidité, des nappes de brouillard fréquentes, des températures qui sont relativement fraîches compte tenu de la latitude et qui bougent peu tout au long de l'année. Alors cette situation concerne des surfaces réduites à la surface de la Terre. Vous voyez que c'est quand même un cas de figure un peu particulier. Donc pour que toutes ces conditions-là soient réunies, j'allais dire, c'est pas fréquent. Donc il y a en gros quatre cas de ce genre de dispositif, de désert côtier. C'est la Californie méridionale. La Californie du Sud ou le Sud californien, enfin c'est comme vous voulez. Voilà, le sud de la Californie, j'allais dire, c'est pas si agréable qu'on peut le croire. Voilà pour donc Amérique du Nord. Amérique du Sud, eh bien, il y a un secteur, une frange donc de désert côtier au nord du Chili. C'est l'exemple d'ailleurs le plus parfait. Voilà, ça. Là, c'est vraiment le plus typique, le plus emblématique du genre, avec des brouillards qui ne sont pas permanents, mais pas loin. Pour la Californie, les brouillards sont fréquents, mais ça n'empêche pas quand même une bonne insolation. Du côté africain, il y a deux cas de figure. Au sud du Maroc et en Mauritanie. Voilà, les eaux atlantiques sont particulièrement froides à cet endroit-là. Donc ça, c'est dans la partie nord de l'Afrique. Et partie sud, eh bien, la côte de l'Angola et de la Namibie. Voilà, donc pour les déserts, ces déserts côtiers qui sont les plus, j'allais dire, les plus singuliers. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je les ressens. Alors, je vais vous dire quelques mots des deux derniers types qui sont faciles à saisir. Il y a les déserts d'abri, petit 3, les déserts d'abri. Alors, je pense que leur nom est déjà un petit peu évocateur. Alors, ces déserts d'abri, ils ont la particularité de se détecter à des latitudes très diverses. En fait, ils ne dépendent pas de la latitude, mais ils dépendent de la topographie. Vous avez bien compris, quand on dit désert d'abri, ça veut dire eh bien, des espaces qui sont loin de la mer et, j'allais dire, qui sont vraiment comme avec des murailles qui empêcheraient les perturbations d'y arriver. Donc ce sont généralement des bassins coincés entre des barrières montagneuses et donc qui les isolent de toute source d'humidité, donc il n'y a pas d'influence océanique. Il n'y a pas non plus passage de perturbation parce qu'elle s'arrête, j'allais dire, aux barrières montagneuses. Ces bassins donc désertiques se trouvent dans des grands massifs montagneux. Il faut un massif montagneux qui ait une épaisseur assez importante. C'est le cas dans les Rocheuses, en Amérique du Nord. C'est le cas dans les Andes. C'est le cas aussi au Tibet.
Voilà, vous voyez que là, on est dans des chaînes de montagnes, j'allais dire, très très imposantes, très larges, et donc à l'intérieur, des bassins, qui ont généralement été formés par fracture, par la tectonique, eh bien, se retrouvent, j'allais dire, cernés et donc forment des sortes de poches désertiques à l'intérieur des massifs montagneux. Enfin, je terminerai avec un dernier cas. J'y arriverai. Dernier cas, ce sont les déserts continentaux à hiver froid. Ce sont les déserts, j'allais dire, auxquels on pense le moins d'une certaine manière, parce que justement, ils sont associés à des hivers froids. Et pour nous, ça paraît presque antithétique du désertique. Eh bien si, hein, les hivers sont très longs et donc avec des hautes pressions qui font que les précipitations sont extrêmement faibles. Donc un hiver long avec des anticyclones qui empêchent donc toute forme de précipitation ou en tout cas qui les réduisent à quelques petites averses de neige par-ci par-là. L'été est court, mais extrêmement chaud. Le résultat, c'est que quand on fait l'amplitude saisonnière, ou l'amplitude, quand on compare les amplitudes des températures moyennes mensuelles sur une année, c'est là qu'on va trouver les amplitudes les plus spectaculaires jusqu'à 90 degrés. Hiver très froid et long et été torride, donc on peut avoir sur une année 90 degrés de différence. Voilà. Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, ça m'étonne, mais et oui, on peut avoir moins 40 d'un côté et plus 50 de l'autre. Ah oui, c'est tout à fait ce qui se passe. Par exemple, je vous recommande le désert de Gobi en Chine. Je vous recommande le Turkestan en Asie centrale. Pas de problème d'orthographe, non, vous connaissez. Voilà. De temps en temps, il y a les vieux réflexes qui reviennent. Voilà. Bien. Donc voilà un petit peu pour varier un peu l'image qu'on aurait des déserts. Vous voyez qu'avec ce dernier cas, on est quand même bien loin de notre fameux désert classique du départ. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de varier un petit peu notre vision. J'ai encore une troisième partie sur les déserts, ça sera pour la prochaine fois. Je ferai une incursion du côté de la végétation. Pas très longue, mais bon. Ça peut être quand même, à mon avis, une incursion intéressante. Je voudrais simplement, en terminant sur ces localisations des déserts, attirer votre attention sur le fait que ces déserts, peu peuplés et a priori hostiles aux êtres humains, n'ont pas cessé d'être traversés, n'ont pas cessé d'être habités, ont été les sièges de grandes civilisations. Donc aujourd'hui, nous les considérons comme plutôt hostiles, mais c'est loin d'être, à l'échelle de l'histoire humaine, voire même de sa préhistoire, c'est loin d'être vrai. Par contre, ce que nous avons tendance à faire, nous avons tendance à faire, c'est parfois d'essayer de s'installer dans ces déserts au mépris de toute logique. Voilà. Je vous renvoie à Las Vegas et aux Émirats. Voilà. Bien. Donc, prochaine fois, une dernière partie sur la végétation de ces régions arides et on va ensuite se transporter dans les milieux froids. Très froids, très froids.